durable. Le président de la République a aussi rappelé sa détermination à mettre fin à l'agression à l'est de la République démocratique du Congo et a plaidé pour une coalition mondiale en faveur de la sécurité en Afrique en général et en République démocratique du Congo en particulier. Il a aussi invité les investisseurs afin d'explorer les multiples opportunités d'affaires offertes par la République démocratique du Congo en vue de la mise en place des accords stratégiques gagnant-gagnant. Dans le cadre de l'exposition organisée en marge de ces assises, le président de la République a eu l'occasion de visiter les stands de la GECAMIN, mais aussi de certaines entreprises opérant en République démocratique du Congo. Et pour finir, il a chargé le ministre des Finances et l'autorité de régulation des contrôles des assurances ARCA de renforcer les contrôles des assurances obligatoires, d'intensifier le programme de lutte contre l'évasion des primes d'assurance et de lui faire régulièrement rapport sur le comportement des miniers et de leurs sous-traitants concernant les respects du Code des assurances. La ministre des Mines a aussi été invitée à y collaborer. Troisième point de la communication du président de la République, relatif à l'appui du gouvernement au processus de mise en place de la justice transitionnelle. Au regard des crises sécuritaires récurrentes dont est victime la République démocratique du Congo depuis plus de 30 ans et qui causent un drame humanitaire sans précédent, ainsi que des violations massives des droits de l'homme, notamment les violences à caractère sexuel en général et les viols en particulier. Cette situation pourtant décriée par tous se poursuit encore actuellement avec la perpétuation de ces pratiques par des groupes terroristes écumant l'Est de la République démocratique du Congo, dont notamment les M23 soutenus par le Rwanda. Le passage de sa sainteté, le pape François, a mis en lumière cette barbarie après sa rencontre avec une représentation des victimes de violences sexuelles et autres types de violences liées au conflit qui lui a permis de s'enquérir de l'effroi, des blessures psychologiques et physiques qui hantent encore ses victimes. Au-delà de la stratégie mise en place par le gouvernement pour mettre fin à cette situation, il s'est aussi engagé à rationaliser et à coordonner la réponse institutionnelle à ces fléaux qui passent par l'institution et l'implémentation des mécanismes de justice transitionnelle. S'agissant du pilier réparation, pour la première fois, la République démocratique du Congo s'est dotée d'un cadre légal pour la prise en charge de victimes à travers la loi numéro 22/65 du 26 décembre 2022 portant principes fondamentaux relatifs à la protection et à la réparation des victimes de violences sexuelles liées au conflit et des victimes des crimes contre la paix et la sécurité. Dans le même sens, un fonds de réparation de victimes a été créé par décret du Premier ministre et sera opérationnel sous peu. Ce texte sera bientôt complété par une ordonnance présidentielle portant organisation et fonctionnement de la Commission interinstitutionnelle d'aide aux victimes et d'appui aux réformes. Le président de la République a encouragé la commission ad hoc instituée dans son cabinet à poursuivre le travail pour que la loi précitée soit dotée rapidement des mesures d'application. Cette loi augure l'avènement d'un cadre juridique plus complet prenant en charge tous les processus de justice transitionnelle. Le président de la République a aussi salué la finalisation de l'avant-projet de loi. Le gouvernement est appelé à s'en approprier pour parachever définitivement cette réforme qui a le mérite d'intégrer les processus de contrôle comme garantie de non-répétition. À la suite de la communication du président de la République, le Premier ministre chef du gouvernement a pour sa part commencé par saluer le leadership du chef de l'État qui porte toujours plus fort la voix de la République démocratique du Congo à travers sa participation récemment au sommet des chefs d'État de la communauté de l'Afrique de l'Est à Bujumbura, ainsi que sa prise de parole remarquée au forum d'investissement minier d'Indaba à Cape Town en Afrique du Sud. Ensuite, il a informé les membres du Conseil des réunions qu'il a présidées et qui ont essentiellement porté sur les aspects sécuritaires, notamment la situation sécuritaire qui a prévalu cette semaine dans le Nord Kivu et qui a été marquée
par les manifestations de la population contre la force régionale et l'agression rwandaise. Il a déploré les débordements survenus au cours de ces manifestations qui ont conduit à la mort de certains compatriotes et a lancé un appel au calme. Dans les mêmes élans, le gouvernement a condamné l'attaque par les M23 RDF contre l'hélicoptère de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, MONUSCO. À ces sujets, il a indiqué avoir tenu une séance de travail avec une forte délégation de l'Organisation des Nations Unies, conduite par la sous-secrétaire générale pour l'Afrique au département des affaires politiques et de la consolidation de la paix, Mme Martha Pobé. Enfin, le Premier ministre a informé le Conseil des dispositions prises au terme de la réunion de sécurité qui a spécifiquement porté sur des cas de torture infligés aux femmes et aux jeunes filles par des groupes armés dans les Maniema, notamment en aidant à la restauration de l'autorité de l'État, la sanction contre les auteurs des faits et la fin définitive de cette situation. Au deuxième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif au point d'information. Faisant le point sur l'État et l'administration du territoire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation, affaires coutumières, a indiqué que la situation reste dominée par la dynamique des opérations militaires en cours dans les provinces sous état de siège en vue de défaire toutes les forces ennemies de notre pays. Il a déploré la présence massive des militaires rwandais qui occupent, sous couvert du M23, des localités du territoire congolais. L'état d'esprit de la population a été marqué ces derniers jours par l'attente des retombées du voyage du président de la République en Afrique du Sud après les sommets de Bujumbura, sous l'égide du président burundais en sa qualité de président en exercice de la communauté de l'Afrique de l'Est au sujet de la sécurité à l'Est de la République démocratique du Congo. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières a aussi fait mention des tensions observées dans les zones sous occupation des M23 RDF entre les activistes des mouvements citoyens et les jeunes vis-à-vis des forces onusiennes et celles de l'EAC soupçonnées de collaborer avec l'ennemi par certains. Au sujet de la situation en Ituri, il a informé les conseils que les groupes armés ont tous commencé à cibler toutes les forces de défense et de sécurité lorsqu'elles interviennent pour empêcher des affrontements communautaires, estimant que cette intervention ne permet pas à un groupe de prendre l'ascendance sur un autre. Enfin, il est revenu sur le déroulement plutôt satisfaisant des opérations d'enrôlement des électeurs pilotées par la CENI. Il a néanmoins relevé quelques problèmes rencontrés, notamment dans le Haut-Lomami, les Sankourou et Kinshasa. Pour sa part, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant est lui aussi revenu sur la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, marquée par la recrudescence de l'activisme des terroristes du M23 et du Rwanda. En violation du cessez-le-feu décrété par la communauté de l'Afrique de l'Est, la coalition M23 RDF poursuit les attaques contre les positions de forces armées de la République démocratique du Congo. Dans cette ambiance, un hélicoptère de la MONUSCO en provenance des Béni, survolant le groupement des Kibati en territoire des Niragongo, a essuyé des tirs de la coalition M23 RDF le 5 février dernier. Un casque bleu de nationalité sud-africaine est décédé sur le coup. Le pilote, commandant de bord, s'en est sorti grièvement blessé, même si il a réussi à faire atterrir l'appareil. Il a aussi fait part de l'attaque à Kanyaruchinya d'un convoi de la MONUSCO par les populations déplacées qui a causé la mort de près de 8 compatriotes ainsi que des dégâts matériels importants. La situation sécuritaire de l'Ituri a également été passée en revue. Il a rassuré de la détermination de nos forces armées à poursuivre sans désemparer la défense et l'intégrité de notre territoire pour le retour de la paix et de la sécurité dans cette partie du pays. Au sujet de la situation à Kwamout dans la province du Maïndomé, il a été précisé que la situation est globalement sous contrôle de forces de défense et de sécurité. La mission de pacification diligentée par le président de la République se poursuit et les premiers résultats sont plutôt satisfaisants.
Au sujet de la situation sanitaire dans le pays, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a présenté au Conseil la situation globale de la santé dans le pays avec un point particulier sur la pandémie à Covid-19. À la 5e semaine de l'année en cours, il a été observé une baisse des cas de 83 à 22, soit une baisse de 73,49%. Le taux de positivité des tests a également baissé de 2,04% à 1,80% avec une absence de nouveaux cas importés. Aucun décès n'a été déploré au cours de la semaine qui s'est achevée. Malgré la maîtrise de cette situation, le ministère de la Santé publique, Hygiène et Prévention continue de réitérer sa recommandation à la population pour plus de vigilance, le respect des mesures barrières et la vaccination pour ceux qui peuvent le faire. Au 4e point du Conseil de ministres de ce jour, spécifiquement au chapitre de points d'information, évolution de la situation récente sur les marchés d'échange ainsi que de biens et services. Intervenant comme invité, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a fait les points de la conjoncture économique du pays. Ainsi, la croissance et l'activité économique pourraient atteindre, sous l'impulsion du secteur minier, 6,3% en 2023. L'inflation hebdomadaire s'est établie à 0,3% au cours de la semaine sous analyse, contre 0,24% la semaine précédente. En cumul annuel, l'inflation a atteint 2,78%, venant de 2,54% une semaine plus tôt. Au 3 février 2023, les marchés d'échange est demeuré stable sur les deux segments. Le cours indicatif a connu une légère dépréciation de 0,1%, tandis que sur le marché parallèle, il a été noté une appréciation de 0,2%. Face au risque de récession de l'économie mondiale et la persistance du niveau élevé de l'inflation mondiale d'une part, et de la poursuite des effets néfastes d'inflation importée, ainsi que des conséquences liées à la guerre dans l'est de notre pays d'autre part, la gouverneure de la Banque centrale du Congo a recommandé le maintien de la coordination des politiques budgétaires et monétaires. Elle a également encouragé le maintien du pacte de stabilité et la consolidation des progrès dans la mise en œuvre des réformes structurelles ainsi que la promotion de la diversification de notre économie nationale. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Évaluation à mi-parcours de l'exécution du contrat conclu entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la société Africa Union Financial Service pour la modernisation de la DGDA. La vice-ministre des Finances a présenté, au nom du ministre empêché, au Conseil le rapport d'évaluation à mi-parcours de l'exécution du contrat conclu entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et la société Africa Union Financial Service AUFS RDC pour la modernisation de la Direction générale des douanes et accises DGDA. Cette évaluation a porté sur l'exécution des engagements relatifs à la période allant du 2 janvier 2020 au 31 juillet 2022. En effet, l'évaluation financière indique qu'il a été encaissé au cours de cette période grâce à la perception d'une quote-part de la redevance rémunération informatique RRI à concurrence de 1,25% de la valeur CIF des marchandises, un total de près de 198,8 millions de dollars. Cette somme a été affectée à concurrence de 75% au financement des investissements et de 25% au coût de gestion du projet. L'exécution physique des projets a été dominée durant cette période par la fourniture d'équipements et la construction d'infrastructures dédiées à la prise en charge des marchandises, allusion faite particulièrement à l'acquisition des scanners, ponts bascules et systèmes de surveillance intégrés aux Sidoniens, la fourniture et l'installation des équipements informatiques ainsi que la construction des entrepôts et hangars, dont le cas le plus visible est la construction du nouveau poste frontalier de Lufu au Congo central. Ainsi, l'assistance de la société AUFS RDC à la DGDA, à travers essentiellement la fourniture des supports techniques et des infrastructures dédiées,
et d'un certain apport dans l'évolution du travail de cette régie financière, ainsi qu'en témoigne l'évolution des recettes et les conditions de travail dans les postes frontaliers où ces partenariats est mis en œuvre. Toutefois, a indiqué le ministre des Finances, jusqu'à l'arrivée du gouvernement dirigé par le Premier ministre Sama Lukonde, le suivi de l'exécution de ces contrats était quelque peu défaillant et certains volets du partenariat sont restés faibles tels que le renforcement de capacités ou sujets à discussion tels que le rapport qualité-prix de projets exécutés. Le ministre des Finances a néanmoins rassuré le Conseil sur le fait que tout est mis en œuvre pour assurer que la Direction générale de douane et axes sera en mesure de prendre le relais à l'échéance du contrat au 2 janvier 2024. Il a enfin alerté les membres du gouvernement sur le fait que l'évaluation à terme de ces contrats risque de présenter une inadéquation financière entre les ressources collectées pour le projet et son coût réel comparativement au marché public classique. Aussi, la survivance de la redevance rémunération informatique RRI, dont les ressources servent au financement du contrat, n'est pas assurée, ce qui ne plaiderait pas pour la reconduction du dit contrat, raison pour laquelle les voies alternatives d'accompagnement à la DGDA sont dès à présent examinées. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Sixième point d'information, relatif aux notes d'information portant sur le secteur de la recherche scientifique et de l'innovation technologique. Le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique a présenté au Conseil 2 notes d'information relatives à la promotion du volet innovation technologique et la nécessité de l'opérationnalisation du Conseil national de sécurité nucléaire CNCSN. Dans sa première note sur la promotion du volet innovation technologique du ministère de la Recherche scientifique et innovation technologique, il a évoqué la nécessité de créer des passerelles d'action et des collaborations entre tous les utilisateurs de procédés innovants en considérant le fait que d'autres ministères gèrent directement la question de l'innovation dans leur champ d'action. Il s'agit notamment du ministère de PTNTIC, de l'industrie et du numérique. Cette promotion, a précisé le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, implique l'élaboration du document de la politique nationale de l'innovation qui fait raccord avec le document de la politique de la recherche scientifique déjà existant et déterminera clairement les contours de l'innovation technologique à gérer par son ministère, soit en assignation propre, soit en concurrence avec d'autres instances. Il a porté à la connaissance du gouvernement la création prochaine d'une agence nationale pour la diffusion de l'innovation technologique qui se chargera de la gestion de projets innovants et de leur appui auprès du Fonds national de la recherche scientifique et de l'innovation technologique, de la promotion de la culture scientifique de l'innovation à tous les niveaux et de la diffusion des innovations technologiques et de leur mise en œuvre sur les marchés des utilisateurs. Dans sa seconde note, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique a motivé la nécessité de rendre opérationnel le Conseil national de sécurité nucléaire en sigle CNSN. Cela en vue de l'élaboration d'un plan stratégique de coordination de la lutte contre le trafic illicite de matières rétroactives et nucléaires et surtout pour veiller à ce que notre pays ne devienne pas un passoire du trafic décrié. L'opérationnalisation de cet organe aura le mérite de renforcer la coopération scientifique dans la mise en œuvre des conventions et traités régionaux et internationaux en la matière, mais aussi de consolider l'image de marque du pays à la faveur de la réalisation du programme d'action du gouvernement dans une approche privilégiant les renforcements des relations économiques et des échanges commerciaux ainsi que de partenariats gagnant-gagnant. Le Conseil national de sécurité nucléaire étant une exigence issue des impératifs de la Convention sur la protection physique de matières nucléaires, le ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique a souligné la nécessité pour notre pays de procéder à la ratification de la dite convention ainsi qu'à la signature et à la ratification de son amendement. Le Conseil a pris acte de ces 2 notes d'information et a recommandé au ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique
de les ramener au Conseil sous forme de dossier pour décision. Septième point d'information. Tenue de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, le ministre de l'intégration régionale et de la francophonie a informé le Conseil de la tenue à Kinshasa le 25 février 2023 des assises de la 22e session ordinaire de la conférence des chefs d'État de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC. Il a indiqué qu'au cours de cette session, le président de la République démocratique du Congo, président en exercice, procédera à la passation du pouvoir à son homologue du Gabon. Cette cérémonie solennelle sera précédée par plusieurs réunions, notamment au niveau ministériel ainsi qu'au niveau des experts. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Au chapitre 3 du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres, le Conseil de ministres a adopté les relevés des décisions de la 85e réunion tenue le vendredi 3 février 2023. Au dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de textes, 9 textes ont été adoptés. 1. Projet d'ordonnance loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a soumis au Conseil le projet d'ordonnance loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant cours le 16 février 2023. Après débat et délibération, ce projet d'ordonnance a été adopté. 3 textes relatifs au secteur de finances. La vice-ministre des Finances a soumis à l'examen et à l'approbation du Conseil 3 textes relatifs. 1. Au projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit de 30 millions de dollars référencé numéro TF 0B 8072 du 1er janvier 2022, conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre de projet d'accès de gouvernance et des réformes des secteurs de l'électricité et de l'eau. 2. Projet d'ordonnance portant approbation de l'accord de don non remboursable de 4 millions de dollars, référencé numéro TF 0B 8073 du 1er juin 2022, conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre de projet d'accès, de gouvernance et des réformes des secteurs de l'électricité et de l'eau. Ces 2 premiers accords visent à étendre l'accès aux services de l'électricité et de l'eau basés sur les énergies renouvelables dans 15 zones urbaines et périurbaines du pays, à améliorer la performance commerciale des services de l'électricité et de l'eau et à renforcer la gouvernance des secteurs de l'électricité, de l'eau ainsi que de l'assainissement. 3. Projet d'ordonnance portant approbation de l'accord de don du 6 septembre 2022 conclu entre la République démocratique du Congo et l'Association internationale de développement au titre du projet d'appui à la mise en œuvre et l'opérationnalisation du contrat d'achat-vente de réduction d'émissions du programme de réduction des émissions de Mai-Ndombe pour un montant de 5 millions de dollars. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces 3 projets de texte. 3 autres textes relatifs au secteur de transport, voies des communications et des enclavements. Le ministre de Transport, voies des communications et des enclavements ad interim a soumis au Conseil 3 textes en vue de leur signature par le Premier ministre chef du gouvernement. Ils sont relatifs au projet de décret portant création, organisation et fonctionnement des services de recherche et des sauvetages des aéronefs en temps de paix en République démocratique du Congo. Projet de décret réglementant la fonction d'enquêteur technique du Bureau permanent d'enquête accidents et incidents d'aviation. Projet de décret modifiant et complétant les décrets numéro 12/035 du 2 octobre 2012 portant création, organisation et fonctionnement du Bureau permanent d'enquête d'accidents et d'incidents d'aviation. Ces textes visent l'amendement de l'existant pour des raisons de conformité à la réforme amenée par la loi numéro 23/001 du 12 janvier 2023, modifiant et complétant
certaines dispositions de la loi numéro 10/014 du 31 décembre 2010 relative à l'aviation civile, la conformité aux recommandations des audits précédents et les réponses aux questions des protocoles du domaine de l'aviation. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces 3 projets de texte. Projet des décrets modifiant et complétant les décrets portant statut, organisation et fonctionnement d'un établissement public. La ministre des Mines, représentée par son vice-ministre, a présenté au Conseil le projet de décret modifiant et complétant les décrets numéro 19/17 du 25 novembre 2019 portant statut, organisation et fonctionnement d'un établissement public dénommé Fonds minier pour les générations futures FOMIN. Parlant de l'objectif de cette réforme, il a indiqué qu'elle vise à sécuriser la gestion du FOMIN en recentrant les champs de ses missions et en accentuant la transparence autour du mécanisme de gestion de ces fonds. Cet encadrement fera en sorte que cet établissement ne puisse pas financer de projets n'ayant aucun lien réel avec les mines, moins encore avec les générations futures. Ainsi, les principales modifications portent respectivement sur la reddition des missions du FOMIN de 8 à 4 en ne conservant que celles liées à son objet, l'insertion des obligations de transparence dans la gestion des fonds, l'épineuse question de la limitation du nombre du personnel, l'obligation d'élaborer un manuel de procédures administratives, financières et comptables à être approuvé par le ministre de tutelle, des recadrages sur l'éclatement du budget du FOMIN. Après débat et délibération, ce projet a été adopté. Projet de décret portant manuel des procédures relatives aux transactions sur les actifs miniers des entreprises publiques. La ministre d'État, ministre du portefeuille, a soumis au Conseil le projet de décret portant manuel des procédures relatives aux transactions sur les actifs miniers des entreprises publiques en République démocratique du Congo. L'objectif visé par ces textes est de garantir 1. La transparence et la cohérence dans la réalisation de la transaction, la présentation des intérêts de l'État et des entreprises publiques concernées, la proscription du bradage des actifs concernés. Concrètement, toute cession d'actifs miniers de l'État ou des entreprises publiques, telles que définies dans ces textes, seront désormais soumis à une décision du Conseil de ministres à travers les ministres du portefeuille et des mines, après un processus de publicité, de concurrence et de valorisation préalable de ces actifs. Par ailleurs, la ministre d'État, ministre du portefeuille, a rappelé que cette initiative fait partie des réformes implémentées par les gouvernements et appuyées notamment par la Banque mondiale. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets de décret. Commencé à 11h35, la réunion du Conseil a pris fin à 15h52. Je vous remercie.